Good picture, Steve. Roger roll, Discovery. Après l'avoir porté pendant plus de 5 mois, la fine équipe de Refait le Mac revient sur l'Apple Watch. Sommes-nous devenus accros à la montre d'Apple? Une fonction star est-elle enfin apparue? Quelles sont nos apps préférées? Que penser de son autonomie, de son nouveau système d'exploitation WatchOS 2? Bref, est-elle la meilleure montre connectée du marché? Débat. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans Refait le Mac alias ORLM. Soyez bienvenus dans le studio de Dailymotion qui nous diffuse chaque semaine en exclusivité dès le vendredi. Alors si vous voulez être prévenu de l'arrivée d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne. Soyez fidèles pour discuter cette semaine du sujet de la semaine, à savoir l'Apple Watch. Ils l'ont porté pendant près de 5 mois. En duplex, Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Ouais, enfin surtout investisseur là en ce moment. Salut Olivier, comment tu vas? Ça va bien? Je me suis fait un plan color block aujourd'hui. C'est-à-dire? Tu vois? Ah, je suis en mode 80s. Est-ce que tu sais le refaire? Ouais, les yeux fermés normalement, Rodrigo. En duplex de Lyon, un peu plus loin cette fois-ci, le rédacteur en chef de notre partenaire média Clubic, Monsieur Julien Jay. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Je vois que tu es tout seul aujourd'hui. Paul Oui, n'est pas là. Paul... Ne te sens-tu pas abandonné? Bah, si tu veux, Paul Rony est étudiant, mais il lui arrive parfois de devoir travailler tard. Donc, il nous a abandonnés ce soir. On lui a accordé un bon de sortie. Alors, je sais me débrouiller entre 2 ordinateurs, les vidéos d'illustration. On va voir ce que ça va donner. Soyez indulgents. La touche charme à présent de cette émission. Vous la connaissez bien sûr, c'est Fanny Bouton de fannysporty.com, de H Magazine et de l'actu techno. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors vous le savez, Fanny, c'est notre vigie de Twitter. C'est elle qui récolte vos questions via l'hashtag ORLM. Il y a beaucoup de questions ce soir, Fanny? Plein. L'Apple Watch, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'interrogations. C'est vrai qu'Apple reste plutôt muet. On aura l'occasion d'en parler ce soir. Autre historique de cette émission, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, à visage masqué mais avec une Apple Watch. Et en fait, vous êtes tous des usurpateurs parce qu'il n'y a que moi qui utilise l'Apple Watch tous les jours depuis sa sortie. Ouais. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, je vous propose de partir et je vais faire cette émission toute seule. On reste tous les deux, c'est ça? Allez, c'est vrai. Allez-vous-en, je reste avec Monsieur X. La picouse marche encore. Hein, je suis bon public, c'est clair. Tu l'as rechargé d'ici là, depuis 5 mois? Oui, Monsieur X, c'est bon? En permanence, avec une grosse batterie dans la poche. Bon, et celui qui a pris la parole, alors que ce n'était pas son tour, hein, il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand, de la chaîne Info. Bonjour Cédric. C'est une grosse batterie dans votre poche ou vous êtes juste content de me voir? Il est en forme. Ah bah celle-là, si elle n'était pas téléphonée, excusez-moi. On y a tous pensé, quoi. Évidemment. Il fallait bien. Ça va, Cédric? Salut Olivier. Quelle heure est-il, Cédric? Ça va remarquablement, écoute, vraiment. Quelle heure est-il, Cédric? Montre-moi ta montre. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? La même que depuis maintenant voilà, 4 ans, 3 ans. Donc tu ne portes pas l'Apple Watch. On a déjà un petit pré-verdict de Cédric Ingrand, mais n'allons pas trop vite. Rien n'est jamais définitif. Rien n'est jamais définitif. Puis il y a des mises à jour. On va essayer de faire le point ce soir. Pas de chiffres de la semaine. Cette semaine, faute de Paul Rony. Donc on va commencer directement sur les 5 mois avec l'Apple Watch. Et on va parler d'abord de ce qui est le plus évident, à savoir le design. Lors de sa présentation l'an passé, on a beaucoup gossé autour du design de la montre. Il se devait d'être rond. Il est carré. Alors avec le recul, est-ce que ce design méritait de faire couler autant d'encre? On va peut-être commencer avec Julien qui était avec nous, ou Cédric qui était avec nous en direct lors de la présentation l'année dernière de l'Apple Watch. C'est vrai qu'on s'attendait très clairement à ce qu'elle soit ronde. Tout bêtement parce que c'était ça le Saint Graal pour tous les autres constructeurs. C'était de dire, bon allez, jusque-là on a fait des montres carrées, mais ça peut pas durer, quoi. Il faut trouver des solutions. Et du coup, quand on a vu cette espèce de carré arrondi, forcément, on a été surpris. Maintenant, évidemment, ça reste, le carré, le rectangle, ce que tu veux, reste quand même le rapport d'aspect le plus simple pour lequel développer des applications, parce que développer des apps sur un écran rond, c'est pas facile. Et si le design des montres rondes jusque-là était plutôt pas mal réussi, je pense évidemment à Motorola qui a fait la première bien foutue, et puis d'autres, et puis LG, et puis etc. Voilà, par exemple, exactement. Ouais. Oui, je monte la Moto 300. Ouais, en dehors des
les apps natives voilà. de Motorola et des watch face, etc., les applications carrées redevenues rondes, ça, c'était un petit peu moins réussi. Enfin, ça, on sentait bien qu'on était un peu dans une période de transition. Donc oui, évidemment, surprise face au format. Maintenant, voilà, des montres carrées, il y en a des belles chez Hermès et ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, Cédric, c'est qu'effectivement, tu le disais, du côté d'Android, Motorola a montré la voie l'année dernière, on la voit derrière moi. Samsung avait commencé sur un format carré, ils sont passés à l'IFA avec un format rond, c'est ça qui est plutôt assez étonnant. Là, tu me parles d'il y a 2 semaines, oui, bien sûr. Alors, on n'est pas sur Android puisque c'est un système propre à Samsung. Tizen, mais c'est vrai que Samsung a tendance à plutôt à copier ce qui marche. Là, est-ce que c'est déjà un premier signe que peut-être tout le monde n'est pas d'accord sur le form factor, à savoir le carré ou le rond, hein? En tout cas, on va dire que tous les hauts de gamme, à part Apple, sont sur des formats ronds. Et la Gear S2, je ne sais pas si on en avait parlé dans cette émission, et moi j'ai été extrêmement frappé à l'IFA, à Berlin. On en attendait pas grand-chose, très honnêtement. C'était la nouvelle itération de la montre de Samsung, etc. Bon, et de fait, ils avaient changé de système. C'était Tizen, qui est ce système co-développé avec Intel. Et en fait, une fois que tu l'as en main, ça fait un grand choc parce que, surtout quand tu as eu une Apple Watch en fait avant, et puis d'autres montres moins bien foutues, parce que tout à coup, ça résout l'essentiel des défauts que tu trouves chez les autres. Mais ça va vite, ça va vraiment vite. Il n'y a pas de lag, enfin vraiment tout va très vite. Alors évidemment, c'est comme un iPhone quand tu le sors de la boîte, ça va à une vitesse démentielle et puis on se reparle dans 6 mois. Voilà. Mais elle était légère. Apparemment, ils ont vraiment amélioré l'autonomie. Elle n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore dispo. On attendait le prix. Maintenant, on le suit d'or autour de 350, donc assez compétitif. L'écran est sublime. Alors c'est Samsung, on s'attend à ce qu'ils sachent faire des écrans. Mais voilà, tout à coup, voilà une montre dans laquelle on n'arrive pas à trouver de défauts. Sinon, si peut-être qu'en fait, on va finir par comprendre que l'essentiel du marché n'a pas besoin d'une montre connectée. Peut-être du côté du système d'exploitation, mais qui n'est pas un Android Wear, hein, qui est un système maison. Mais peu importe, parce que ta montre, c'est un moteur de notification, donc ça marche déjà très bien avec les Android, ça va fonctionner avec les iPhones. Il y a des applications natives, il y en a plein, parce que Tizen est il faut quand même développer des applications spécialement pour cette montre-là, alors que les autres, on les développe pour Android ou pour iOS. Mais on aura l'occasion de parler des autres standards, hein. On parle là de form factor, de ce que vous avez ressenti au fil des mois d'utilisation. Olivier, si je peux prendre la parole sur le form factor, moi ce qui me paraît assez évident, c'est qu'on est sur un produit de première génération. Probablement que la deuxième génération sera encore carré, parce que visiblement dans le SDK Apple, c'est toujours des références à des interfaces carrées. Par contre, je ne serais pas surpris qu'il y ait une troisième génération qui arrive à un moment et qui soit ronde. De la même manière que le premier iPhone, il gérait pas les MMS, il n'était pas 3G, etc. Je pense que ça sera dans la logique des choses. À un moment, Apple nous sortira une watch ronde. Enfin, je le pressens comme ça. Ouais. Monsieur X, ça fait quelques mois, donc tu l'as dit en préambule, que tu l'utilises. Est-ce que tu trouves que l'écran qui offre le maximum d'affichage est la bonne solution, alors qu'un écran a tendance à réduire un petit peu? Et au-delà, qu'as-tu pensé du confort d'utilisation? Est-ce qu'elle a plutôt bien vieilli au cours de ces 5 mois? Large question. Pour le form factor, écoute, moi, j'avais pas d'a priori parce que c'est vraiment un truc dont je me fiche éperdument. Moi, j'ai eu des montres carrées, des montres rondes, depuis la première Casio à LED de mon frère aîné qui était carré il y a 20 ou 25 ans. Donc, moi, je m'en fichais. Le carré, je trouve que c'est plutôt un bon choix parce que vraisemblablement, c'est plus facile pour développer des applications. Donc, ça a permis d'en sortir et d'en pousser plus rapidement. Je pense que la bataille, elle est pas tant sur le form factor qu'après sur la petitesse de l'écran, hein, qu'il soit rond ou carré, et la capacité à faire des applications qui est de la valeur ajoutée fonctionnelle, et ça c'est pas sûr, on va en reparler, et même quand elles ont de la valeur ajoutée fonctionnelle, on peut en faire quelque chose d'utile, qu'elles soient faciles à manipuler, et ça c'est pas sûr non plus. Et là je pense qu'au-delà du facteur de forme, la bataille elle est en train de se jouer là, et les compteurs sont remis à zéro ou ils ont jamais démarré parce que personne n'a pris d'avance dans le domaine, et en plus Apple est dépendant des développeurs externes qui font des applications pour son produit. La bonne nouvelle, c'est qu'ils essayent d'ouvrir un petit peu plus leur système d'exploitation rebaptisé OS Watch pour donner de l'espace et du souffle aux développeurs. C'est vraiment là que ça va se jouer en termes d'adoption. Après, carré, rond, montre pour poilu, triangulaire, franchement, je crois que
c'est pas une question qui est segmentante pour le futur de ce produit. Ouais. L'épaisseur qui compte. Alors, Fanny, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que tu l'utilises. Oui. Tu la trouves confortable. C'est vrai qu'elle est assez épaisse, hein, cette montre. Regardez, quand même, par rapport à une montre standard du marché ou même par rapport à la montre de chez Withings que j'ai ici. Vous voyez la différence d'épaisseur. On est plus dans l'esprit d'horlogerie classique. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'utilises au quotidien? Est-ce que tu la cognes beaucoup? Moi, je la cogne énormément parce qu'elle est très épaisse et que je suis très maladroit. Donc, elle prend des coups et elle vieillit pas super. Elle a pris quelques bosses, la mienne, en quelques Alors, jusqu'à il y a 2 jours, déjà, j'avais le modèle Alu qui était un peu plus léger, le 38 mm, parce que justement, moi, j'ai un petit poignet et je voulais pas une grosse montre. Donc, ouais. Je trouve que le modèle Sport, justement, vieillit plutôt bien parce que comme il est déjà un côté brossé, quand on le cogne, ça se voit pas. J'ai un peu plus peur là maintenant avec ma version classique acier. Mais sinon, vraiment, ce qui me choque dans toutes ces montres, c'est à chaque fois l'épaisseur. J'attends vraiment quelque chose de plus fin. J'avais bien aimé le modèle Fit de chez le Gear Fit de chez Samsung, qui était un peu plus long et allongé, qui n'était pas rond ni carré, mais qui était rectangulaire, mais qui était plus proche d'un bracelet féminin. Et c'est plus ça que j'attends dans le design. C'est pas le rond carré, c'est des modèles qu'on a toujours vus dans les montres, donc ça change pas grand chose finalement. C'est vraiment les applications qui vont faire la chose. Mais c'est plus dans un design un peu plus original et un peu plus fin et un peu plus miniaturisé. Mais paradoxalement, là, il y a peut-être une observation à faire, c'est que pour un homme ou sur le poignet d'un homme, l'épaisseur de la montre, c'est peut-être moins un problème que sur le poignet d'une femme. Ouais. Peut-être, mais vraiment, moi, c'est le truc qui me gêne. C'est plus petit, c'est la plus légère et la plus agréable que j'ai eue sur toutes celles que j'ai testées, clairement. Mais par contre, c'est vrai que ça reste encore... Moi, je trouve ça encore un peu gros et mastoc, quoi. Alors, ça allait bien quand j'étais ado, je prenais les grosses smartwatches, les watches. Alors là, on voit qu'il y a un modèle Alu. Tu as eu avant un modèle aluminium, un modèle inox. Avant, tu avais un modèle aluminium. Inox, ouais. Est-ce que tu vois une différence en termes justement de vieillissement? Là, ça fait quelques jours que tu l'as, mais moi, je sais que le modèle inox, comme un dos d'iPod, est très sensible aux rayures. Est-ce que c'était également le cas de ton modèle en alu que tu avais jusqu'à maintenant? Non, c'est ce que je disais juste avant, c'est que je l'ai beaucoup frotté, etc. Et je voyais pas trop le vieillissement et j'ai beaucoup plus peur pour le modèle haut de gamme finalement. Ouais, j'ai l'impression que le modèle sport vieillit mieux. Monsieur X, vous aviez un modèle tout noir, uni. Et comment il a vieilli celui-là? Ben écoute, il a bien vieilli. Moi, le seul choc que j'ai mis sur mon Apple Watch Sport toute noire et pour laquelle elle est restée marquée, c'est la petite molette là. Ouais. Qui sert à naviguer, en tous les cas. La couronne numérique, monsieur X. Ouais. Pardon? La couronne numérique, monsieur X. La couronne numérique, excuse-moi. Là, elle a pris un jeton. Pour le reste, écoute, impeccable. Moi, je suis plutôt pas du tout soigneux avec mes montres parce que je suis issu de la génération Swatch, hein, donc ça m'a permis d'avoir plein de montres à pas cher, de les casser et de pas culpabiliser. Donc, j'y ai pas fait gaffe. Et franchement, elle est juste impeccable. Le seul défaut que j'y vois, moi, c'est pas l'épaisseur une fois de plus parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu mastoc, mais bon, j'ai les bras poilus, ça va bien avec. En revanche, c'est le bracelet qui va avec la Sport, qui est un bracelet, on va dire, caoutchouc. Et moi, je transpire avec. Alors, j'en ai un là. Pas très agréable. Voilà, mais hormis ça, voilà. Plutôt solide. Vu le prix, vaut mieux, hein, quand même. Alors justement, du bracelet, parlons-en. Rodrigo, toi qui es le dernier à être équipé, qu'as-tu pensé du système de changement de bracelet? L'an passé, les équipes d'Apple avaient beaucoup insisté sur cette fonctionnalité qui permet en plus, c'est vrai, de vendre des accessoires et de vendre continuer à développer le chiffre d'affaires autour d'une montre, concrètement. Tu en as pensé quoi de ce système, toi qui es un amateur averti des montres, mais plutôt classiques d'ordinaire? Alors d'ordinaire, moi je porte ça, qui est une Breguet avec un modèle du début du 19e siècle, les années 1800. C'est extrêmement plat, ça se recharge toutes les nuits en mouvement kinétique. Enfin, ça se recharge en continu, il n'y a pas de batterie. Donc ça, c'est un garde-temps. Et ben ouais, je suis passé à ça. Ouais, mais le de temps, ça pollue. Oui. Ça dépend si le logiciel est signé Bosch, non? C'est pas ça? Alors le système justement. Première impression, Olivier, avant de répondre à ta question, c'est je l'ai au poignet là depuis pas très longtemps. Ouais. J'ai dormi avec, je le sens pas. J'avais un petit peu peur que ce soit trop gros, je le sens pas. Et si tu compares l'épaisseur de cette montre-là par rapport à l'épaisseur que j'avais moi avant, tu vois, elle fait bien 2,5 fois, voire 3 fois l'épaisseur de ma Breguet. Ouais. Je le sens pas. La taille, je suis en 42. Moi, je suis en métal, en acier. Ouais. Je le sens pas. Alors, les finitions sont assez extraordinaires, faut reconnaître. Alors, j'ai un bracelet ici
en acier qui est top. Alors, il porte un nom, mais je me souviens plus, qui est une ouverture super mignonne, tu vois, qui s'ouvre comme ça. Bracelet à maillon à boucle déployante. Voilà. Voilà. Il en bave, regarde, il en rêve de ce bracelet. Les file-lui, Rodrigo. La coupe déployante, tu vois, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est une déployante. Ouais. Et ça s'ouvre en deux. On appuie sur deux petits boutons, ça s'ouvre. C'est très bien fait. Ça se referme très facilement également sur le poignet. Mais le truc qui est génial, c'est que si le bracelet est trop grand, les maillons, on appuie sur le petit bouton ici et hop, on enlève un maillon. Ouais. Et du coup, j'ai enlevé 4 maillons sur mon truc. Mais super fin. Tu peux l'ajuster, oui. Alors moi, je l'ai... Très bien. Alors, je te coupe, Rodrigo, 2 secondes, parce que moi, je l'ai depuis quelques mois, ce modèle-là. Hein, regardez, il est ici. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer véritablement. Alors, je vais embêter notre réalisateur. Je vais le poser peut-être ici directement. Tu me dis, si, François, dans l'oreillette, si ça te convient. Si on peut zoomer sur la montre. Et vous verrez que bon, elle a pris quelques coups, que c'est un magnifique bracelet. Alors moi, je l'ai vraiment adapté, moi qui a vraiment des poignets très fins. Mais elle a un peu morflé. Ça se raye un petit peu à la poussière, ce type de bracelet. C'est magnifique. Mais voilà. Mais par contre, un petit détail ici, si vous l'utilisez, je vais le reprendre, parce que j'ai froid sans ma montre. Il fait plutôt frais ici avec la clim dans Moi, je préfère celui-là. le Milanais. Parce que celui-là, il n'y a pas besoin de l'ajuster ni rien. Il est juste aimanté. C'est très simple. Alors, pour les filles, il est très joli. Mais sur les bracelets, tu parlais business des bracelets, Olivier. Moi, j'ai quand même un commentaire que je regrette. C'est qu'Apple n'a pas pris de commitment sur l'upgradabilité des bracelets. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait envisager quelqu'un qui aime les montres et qui a envie de s'offrir une belle montre comme celle de Rodrigo ou comme la tienne, Olivier, avec un bracelet à maillon. C'est à peu près 1000 euros, 1200 euros. 1200. Si tu sais que le bracelet, tu peux le réutiliser sur la génération suivante de l'Apple Watch, tu peux y aller peut-être plus facilement que si tu te dis la prochaine génération de l'Apple Watch, mon bracelet. Des prochaines générations d'Apple Watch, si vous voulez bien, on en parlera en fin d'émission. Hein, non, mais bien sûr, voilà. mais ce que je veux dire, c'est quand même important, c'est-à-dire que oui, Apple crée du business sur les accessoires de l'Apple Watch. On va essayer de comprendre ensemble. Mais en s'engageant pas sur l'upgradabilité, ils peuvent se tirer une balle dans le pied. Oui, mais on parle d'Apple et tu sais très bien qu'ils ne communiquent pas sur les futurs produits. Mais ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est effectivement si Apple a besoin rapidement de mettre à jour cette montre ou pas, ou si elle a encore des possibilités d'évoluer, de progresser, parce qu'elle doit progresser, elle est loin d'être parfaite, c'est moins qu'on puisse dire, et essayer de comprendre si oui ou non, dans quelques mois, un nouveau modèle plus fin, plus puissant va arriver, ou alors simplement, ou du moins le form factor va-t-il demeurer. On va essayer d'y répondre d'ici la fin de cette émission. Je termine le bracelet ici en métal, sympa, mais moi je suis pas très fan des montres à la Sarkozy, tu vois, Rolex, tout ça, je trouve un peu lourd. Moi j'étais habitué à avoir une Swatch en plastique pour aller faire mon vélo. Ouais. Donc, du coup là j'ai un bracelet sport, tu as Red, donc sur la même montre, vous voyez les deux. Eh ben j'aime bien moi. Ouais. J'aime bien l'Apple Watch avec le bracelet Red. Très bien. Cool. Alors parlons En revanche, dernier point, sur l'épaisseur, j'ai l'impression d'avoir l'un des tout premiers iPods, et j'imagine assez facilement qu'il aura l'épaisseur des derniers iPod Touch, c'est-à-dire qu'il va diviser au moins par 2. Oui, il faut quand même loger une batterie là-dedans, des composants. On sait qu'Apple est vraiment à la limite de ce qu'offre aujourd'hui la capacité industrielle et technologique du marché. Parlons de l'ergonomie. C'était le deuxième point qu'avait mis en avant Apple pour se différencier du marché. Est-ce que véritablement, Monsieur X, c'est l'ergonomie? C'est le point fort de la Watch. La navigation tactile, moi je sais quand je l'ai utilisée pour la première fois, cette montre, j'ai plutôt eu tendance à appuyer qu'à utiliser la couronne. Hein. C'est le réflexe de l'iPhone. Alors, en rapide, je découpe ta question en 3 petits moments de vie. D'abord, il y a l'installation ce qui m'inquiète. De l'Apple Watch et le couplage de l'Apple Watch avec ton iPhone. Si on entend par ergonomie, je vais m'approprier le produit et l'installer facilement, quasiment sans lire le manuel, là, c'est fait, très clairement. Moi, je l'ai fait avec toi, puis je l'ai refait une fois tout seul. J'ai trouvé ça encore compliqué. C'est un produit Apple quasiment, il faut, même s'il y a des très belles choses dans le processus d'installation, où il vaut mieux avoir quand même le manuel ou les pages d'aide d'Apple à côté de soi. Deuxième chose, je désinstalle les applis, qui est un truc fondamental, parce que les applis, tu les installes pas sur la Watch, c'est d'abord sur le téléphone, elles s'installent automatiquement sur la Watch, et là, ça te donne les fonctions. Là encore, il y a beaucoup de progrès. Par exemple, avec WatchOS 2, moi, j'ai demandé à mon téléphone de désinstaller les applis de mon Apple Watch, et elles y sont toujours. Donc ça, c'est un deuxième moment critique de vie avec la Watch, l'installation, désinstallation des applis, perfectible, en tous les cas, j'ai pas tout compris. Et puis, il y a la dernière chose, qui est j'utilise la montre et ses applis. Et c'est là, pour moi, qu'est le gros écueil, et il faut vraiment réfléchir la chose et de l'épurer.
il y a, on l'a déjà dit, au moins 5 modes d'interaction avec le produit physique pour utiliser une appli. C'est au moins 3 de trop. Je ne sais jamais lesquels utiliser. Et pour moi, c'est le plus gros défaut de cette montre. Ouais. C'est-à-dire que tu ne sais pas s'il faut utiliser la couronne ou ce qu'on appelle Force Touch, cette fonction qui permet Absolument. le capteur de pression. Et puis surtout, Olivier, d'une fois sur l'autre, j'oublie. Donc, même avec les applis que j'utilise le plus, des fois, je me mets à redécouvrir, réapprendre l'application. Et ça, c'est quand même un écueil très, très fort. Tu prends tous les possesseurs d'Apple Watch, là, nous tous, et tu leur fais faire un petit exercice du style « Vas-y, éteins ton Apple Watch, montre-moi comment tu fais. Vas-y, reset ton Apple Watch, montre-moi comment tu fais. Vas-y, désinstalle telle application, montre-moi comment tu fais. Et dernière chose, sans répondre à un SMS, montre-moi comment tu envoies un SMS, toi, en initiant le processus d'envoi des SMS à partir de ta Watch. Et ben, tu vas voir que sur ces 4 fonctions, tu vas avoir au moins 3 fails, même avec des gens qui possèdent la Watch depuis quelques mois. Alors, donc, trop de modes d'interaction, on est perdu. Merci Monsieur X. C'est là où ça devient intéressant, c'est peut-être de comparer les autres solutions du marché en matière de navigation. Cédric, tu parlais en préambule de la nouvelle montre de Samsung. Il y a un mode de navigation très original à l'opposé de la couronne numérique, c'est cette petite bague, comme les bagues de plongée, des montres de plongée qu'a utilisé Samsung. C'est assez original cette voie-là. C'est ça, c'est le contour de la montre qui permet d'interagir directement avec les applications, par exemple de zoomer dans une carte ou de zoomer dans un texte, pourquoi pas. Ça ne se substitue pas toujours au tactile, mais ça peut le faire. Ce que Samsung explique, c'est que par exemple, imagine si tu as une carte, si tu es dans Maps et qu'il faut que tu zoomes dans ta carte, avoir les 2 doigts sur le petit verre de la montre, c'est quand même pas génial, alors que là, d'un coup, tu zoomes, mais par contre, tu peux pas noter et tout ça et trouver ce que tu cherches sur ta carte. C'est vachement bien fait. Surtout, la vraie réussite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour que ça fonctionne en termes d'ergonomie, il faut que ce soit hyper réactif. Parce que tu peux pas faire je zoome en tournant le truc et tout à coup, j'attends. Non, c'est impossible. Il faut que ça marche de manière absolument immédiate. Donc voilà, c'est un truc qu'ils ont vraiment bien réussi. Alors, est-ce que ça remplace à l'identique ce que fait le Crown sur l'Apple Watch ? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non, pas du tout. Parce que, par exemple, ça te permet de sélectionner une application. La Crown, elle te permet de zoomer dans ton nuage d'applications, ce qui n'est pas le truc le plus réussi de l'Apple Watch, d'ailleurs. Mais voilà. Et puis, en plus, c'est ça. C'est un peu, ça rejoint ce que disait Monsieur X tout à l'heure. C'est que c'est un mode d'interface qui est lisible pour le consommateur. Plus intuitif, tu découvres une première fois. Et voilà, tu n'as pas besoin de rouvrir le mail pour te dire « Ah oui, c'est comme ça que je vais faire pour zoomer ». Ouais. Par contre, il y a des notions… Mais le principe de Samsung, c'est celui du chronographe, tout simplement, où tu tournes la bague autour de l'écran. Bien sûr. Très malin, mais ça se fait en horlogerie depuis des années. Mais il n'y a pas de capteur de pression, par contre, Julien, sur cette montre-là. Ah oui, non, mais je parle juste du concept de tourner un anneau autour de l'écran. Est-ce qu'il y a un capteur… Non, Samsung n'a pas fait le choix d'aller vers une solution de pression. D'accord. Je crois pas. Non, il n'y a pas de Force Touch. Il n'y a pas de chose comme ça. Alors, dernier élément sur lequel Apple a beaucoup insisté lors de la présentation de la montre l'année dernière, c'était l'assistant vocal Siri. Et c'est vrai que ça nous avait inquiété parce que c'est loin d'être la panacée Siri sur l'iPhone, du moins l'année dernière. Alors, est-ce que vous l'utilisez, Siri, sur la montre? Moi, personnellement, quasiment pas. On va peut-être poser la question à Julien ou à Fanny. Les textos, j'arrête pas. C'est dès que je reçois un message, je réponds avec en dictée vocale. Et c'est bien la première fois, mais je lui dis point, bisous, machin, il fait tout bien. Et du coup, je gagne un temps fou pour taper des textos sans les taper d'ailleurs. Alors moi, je dirais sur ce que disait Monsieur X, tu fais comment pour activer Siri sur l'Apple Watch? Tu dis Siri, tout simplement. Ou alors regarde, tu fais ça. Regarde, je te montre, tu sais, comme ça tu feras. Tu appuies, tu laisses appuyer la couronne et ça vient. Dis Siri, appelle Rodrigo. Voilà. Et ça appelle Rodrigo sur mon téléphone. Il y a plusieurs numéros de téléphone pour Rodrigo, il est très demandé. Voilà. Mais c'est vrai qu'une manière générale, Fanny, Monsieur X ou Julien. Moi j'appuie, il ne se passe rien. Mais tu n'es pas doué. Julien, Siri a fait de sérieux progrès quand même avec l'arrivée de la Watch et c'est plutôt heureux parce qu'avant ça ne marchait pas super, du moins en langue française. Oui, ça c'est sûr que Siri partait de loin, mais je rappelle que pour la première fois, il me semble, quand Apple a lancé Siri, c'était en version bêta, c'était bien précisé bêta. Cela dit, je crois que c'était quand même 5 ans en version bêta, il était temps de passer en version définitive. Tout à fait.
moi, me concernant Siri sur la Watch, je m'en sers essentiellement pour dicter les réponses aux SMS. Je ne savais même pas quand l'appui prolongé sur la couronne le déclenchait. Donc merci Olivier, j'ai appris un truc. Ben voilà, comme quoi il y a sur, en matière, c'est pas aussi intuitif de que ça, hein, réponse l'Apple Watch. Il y a des aux progrès à SMS. faire. Il y a du très bon, des fois ça marche très très bien, et puis il y a du très mauvais, c'est-à-dire que tu vois la petite animation, donc apparemment il t'a bien entendu, mais il se passe rien. Donc dans ces cas-là, soit tu recommences, soit tu sors ton iPhone pour faire le message. Donc je serais pas totalement positif sur Siri, en tout cas sur la dictée vocale. Allez, on va parler. C'est pas toujours au top. On va parler des choses qui fâchent et on va parler de l'autonomie. C'était je dirais le chiffre qui était resté secret pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est les chiffres de vente, mais à l'époque, c'était le chiffre d'autonomie de l'Apple Watch. On l'a découvert. On n'a toujours pas de chiffre officiel d'ailleurs. Hein. C'est la journée. Qu'en est-il de votre côté, de votre ressenti d'utilisateur? On va commencer par Monsieur X, le plus ancien utilisateur de Watch de l'équipe. Est-ce que tu as eu des soucis d'autonomie? Est-ce que c'était vraiment un problème, un handicap? Le talon des chiffres de la montre aujourd'hui? Bah, écoute, moi j'ai réglé le problème. Comme j'ai pas voulu me poser la question, tous les soirs je rentre, je la mets à charger. Voilà. Donc je sais pas te dire quelle est l'autonomie, mais quand ça m'est arrivé de pas le faire, bon, faut être honnête. Si tu te sers notamment de la fonction de notification, que tu reçois tes SMS, tes appels, c'est moins d'une journée normale dite de travail au niveau de l'autonomie. Donc faut pas oublier son chargeur, surtout que comme tu le sais, c'est un chargeur induction qui est spécifique, donc tu peux pas en demander un collègue de bureau. Non. C'est le vrai talon d'Achille. Maintenant, je te dis, moi, c'est pas plus une contrainte pour moi que de recharger mon smartphone, ce que je fais aussi tous les soirs sur ma table de nuit. Donc, c'est pas bien, mais on peut tout à fait vivre avec. On est habitué à le faire, donc c'est moins une contrainte que quand on a découvert les premiers smartphones et qu'il fallait les recharger de temps en temps. Ouais. Donc ça m'a pas trop gêné, même si c'est largement perfectible. Ouais. Moi, je tiens largement la journée, hein, voire même une journée et demie en moyenne. Pour une journée et demie, en moyenne, en recevant les notifications. Mais c'est vrai que c'est une contrainte. Pareil. Mais du coup, il faut pas oublier de la mettre tous les soirs à charger. C'est une contrainte de se dire, voilà, si on a des métiers où on bouge beaucoup. Et se dire, il ne faut pas que j'oublie mon câble parce qu'on ne rentre pas forcément à la maison le soir, c'est pas très pratique. La référence du marché en matière de monde connecté et d'autonomie, c'est vraiment là où a beaucoup joué Cédric, c'est Pebble, Cédric. Pebble, mais oui, mais eux sont partis depuis le début sur un schéma différent. Au début, avec des écrans en ink, en encre électronique. Donc tout à coup, forcément, parce que c'est l'écran qui mange ça, avec évidemment un peu le processeur, mais tu peux t'arranger pour que le processeur ne se réveille vraiment que quand tu l'utilises. Là, on est sur de l'encre électronique, quoique non, sur les dernières, on est sur du LCD, si mes souvenirs sont bons. Mais il y a peu de rétroéclairage. Enfin voilà, ils ont tout fait pour privilégier la batterie. Et du coup, la montre peut tenir une semaine entre deux recharges. Et une semaine, voilà, là, on commence à être dans un rapport d'emmerdement, ce qui est une valeur personnelle, qui est vivable, même si la montre ne te rend pas une montagne de services au quotidien. C'est en fait le fond du problème que j'ai eu avec la Watch, il est là, c'est que le marché faustien, je te rends des services, mais attention, il faut que tu t'inquiètes de ma petite santé et que tu me recharges régulièrement. Bah, ça peut marcher, mais si tu veux, voilà, si elle te rend pas assez de services pour que tu penses tous les soirs, ah ouais, attends, si j'ai pas ma montre demain, je suis mort. Attends, je vais jamais m'en servir, m'en sortir. Bah si, tu vas t'en sortir, tu vas prendre ton téléphone, couillon. C'est vrai que si tu veux vraiment une montre en matière de référence, si vraiment ne plus du tout la recharger, c'est celle-là qu'il te faut. C'est l'une de mes préférées bien sûr avec la Watch. C'est celle de WeThings, c'est la WeThings Activité. Ouais. Hein, tu as près de 8 mois d'autonomie avec une simple pile. Oui, mais c'est une montre dans laquelle on a greffé un capteur de mouvement et c'est à peu près tout. C'est un tracker fitness, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est super d'avoir c'est chouette. J'adore. Super. C'est pas mon design habituel de montre. Voilà. Après, c'est une question de goût, mais je la trouve de fait très jolie. Je l'ai jamais essayé sur la longueur, mais j'en reviens toujours à ça. Ce truc que j'ai au poignet depuis 4 ans, qui dans le commerce coûte, allez, aujourd'hui 500 €.
Donc, c'est pas une Swatch, mais c'est pas une montre très chère non plus. Et celle-là, elle affiche 15 à 20 ans d'autonomie sur la même pile. Voilà, et elle fait les fuseaux horaires. C'est raisonnable, c'est une montre connectée. Je me cale sur les horloges atomiques et tout ça. Elle va consommer plus qu'une montre traditionnelle, c'est normal. Hein. Elle tire plus. Ah non, mais bien sûr. Mais celle-ci, elle est assez étonnante. C'est vrai qu'elle est plus minimaliste, celle-là. Elle a tendance à promettre moins que la montre d'Apple, mais d'un autre côté, comme elle promet moins, on est surpris par l'éventail de ses fonctionnalités. Non seulement elle est très fine en matière et très simple à utiliser, il n'y a même pas de molette pour la régler, hein, elle se règle automatiquement avec l'iPhone. C'est vachement bien foutu. Voilà. Tiens, tourne-la vers la caméra, ce sera encore mieux. Oui, mais je ne sais pas de quel côté, mais on me parle dans l'oreillette. Voilà. Non, de l'autre côté, tourne. Non, là c'est le. Voilà, c'est la caméra de droite, excusez-moi. Très bien. Et accessoirement, tout s'affiche sur l'iPhone, donc ça ne te pompe pas l'autonomie, hein, ça te pompe juste l'autonomie de l'iPhone. Il y a un truc qui est très sympa, c'est qu'on peut dormir avec. Et donc, elle te réveille le matin et elle calcule le sommeil. Là, c'est aussi un manque, la qualité de ton sommeil. C'est aussi un manque assez important de Jardine à nettoyer en devenir. De l'Apple Watch, je vais enlever ces... Alors, pour avoir essayé la Withings Activité Pop justement pour dormir, j'ai eu juste envie de m'arracher le poignet dans la nuit parce que c'est insupportable en fait de dormir avec une montre. Ah bon? Quand t'as pas l'habitude, moi j'ai eu beaucoup de mal. Alors la Pop, c'est le modèle type Swatch, moins cher, autour des 150 €. Le suivi du sommeil, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une montre pour savoir si on a dormi. Il est assez perfectible le suivi du sommeil, surtout que du côté de chez Apple, il y a des applications qui vont commencer à arriver. C'est le cas de Sleep++, qui est une application qui permet effectivement de calculer votre sommeil. Hein. Il faut garder la montre pour dormir. Alors garder l'Apple Watch pour dormir, il y a plus confortable. Mais sur l'autonomie, si je peux me permettre de revenir sur le sujet, effectivement, il faut la recharger tous les jours. Effectivement, elle tient un peu plus d'une journée en utilisation modérée / un tout petit peu intensive. Faut y penser. Moi, j'ai mis le chargeur sur ma table de nuit, comme ça j'y pense, je la pose le soir dessus. Voilà, simplement, quand elle passe en mode réserve, ça serait bien que tu aies un petit warning qui dise « Ah, je passe en mode réserve ». Ou en tout cas, s'il y en a un, je ne l'ai pas vu les quelques fois où elle est passée en réserve. Allez, on est très en retard. Je me suis imprimé en 3D un dock exprès pour l'Apple Watch, comme ça c'est pareil sur la table de nuit, mais c'est joli. Je vous ai gardé des petits accessoires, des petits docks pour la fin de l'émission et mes coups de cœur. En attendant, puisque tu es là, si on passait aux questions à la mi-temps de Fanny tout de suite. Alors Fanny, quelles sont tes questions ce soir ? Alors, la montre est-elle agréable à porter tout au long de la journée? N'est-elle pas trop lourde? Moi, personnellement, non. Tout va bien. Le bracelet Watch Sport est-il agréable? L'aider avec la sueur? Question de moi, je vote contre, parce que les bracelets plastiques, je suis un peu comme Monsieur X, j'ai des problèmes avec ça. Le bracelet milanaise que tu as, Fanny, est très bien. Et j'attends un bracelet cuir pour voir, mais je prends un bracelet cuir, ça fonctionne. On n'a rien à voir. Le bracelet cuir, je l'avais avant, ça marche bien. Le précédent s'abîmait un peu vite, mais le double face qui vient de sortir a l'air beaucoup mieux. D'accord. WatchOS 2 accélère-t-il l'ouverture des applications? Non. Non. C'est un scandale. On peut en parler, mais on va en parler dans un instant parce que c'est le sujet qui va venir juste après. Est-ce que ça vaut le coup de s'acheter une Apple Watch maintenant ou faut-il attendre la prochaine génération finalement au bout ça, c'est la question. Mauvaise question. Chez Apple, tu achètes toutes les générations et tu ne te poses pas de questions. Mais là, comment veux-tu y répondre? On va essayer d'y répondre en fin d'émission. Allez, une dernière question. J'ai envie de la prendre, mais je ne sais pas ce que je ferai avec. C'est la définition d'un gadget, non? Oui. Oui, c'est un gadget. Il faut se dire une chose, aujourd'hui, la montre d'Apple est un périphérique de votre téléphone. Et on va essayer ensemble, dans la deuxième partie de l'émission, d'abord de revenir sur Watch 2 et voir ce que ça a pu apporter, parce que vraiment le début de la montre commence avec le nouveau système d'exploitation. Il y a beaucoup de promesses et sans rien révéler, on est un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'applications encore qui exploitent véritablement le nouveau système d'exploitation de la montre et donc sont donc autonomes. Mais il y a des usages qui commencent à sortir et il y a quand même quelques qualités qu'on peut lui trouver. On va justement parler d'OS Watch 2. Merci Fanny pour ces questions. OS Watch 2, donc c'était la nouveauté attendue en ce début, en cette rentrée. On a eu peur, on a vraiment cru qu'il n'arriverait pas parce qu'il y a eu des petits retards. La principale avancée, je vous le disais, c'était la possibilité d'installer des applications natives et donc d'utiliser les composants de la montre. Jusqu'à maintenant, les applications de la montre tournaient là-dessus, sur le téléphone. Donc forcément, ce qui explique qu'il y avait la petite molette et des ralentissements. Qu'en est-il en réalité? Est-ce que la promesse est tenue? Déjà, Monsieur X, comment s'est passée la mise à jour? Vous en avez parlé tout à l'heure, elle est assez alambiquée, cette mise à jour sur OS Watch 2.
Écoute, WatchOS 2, non, pardon. je ne l'ai pas trouvé alambiqué, j'ai trouvé qu'elle m'avait fait peur, c'est assez différent, puisqu'en fait, tu télécharges la mise à jour évidemment vers le téléphone, et puis le téléphone, quand il l'a téléchargé, transfère tout ça vers la montre. Alors en Wi-Fi et en Bluetooth, ou en n'utilisant qu'un des deux réseaux, je ne sais pas, mais peu importe, en tous les cas c'est long, et puis surtout on te dit, oh, malheureux, n'éteignez pas votre téléphone, mettez-le sous charge, malheureux, surtout n'éteignez pas évidemment votre montre, mettez-la sous charge. Donc tu as vraiment l'impression que si tu loupes ou fais une bêtise pendant la mise à jour, comme elle fait plus de 500 mégas, ta montre va être foutue. Donc c'est un peu anxiogène, mais c'est vraiment pas très compliqué. C'est très long, moi ça a duré je crois quasiment 2 heures. Ça redémarre, et là tu te dis, au fait, d'un point de vue bénéfice utilisateur, pourquoi j'ai fait cette mise à jour? Et rien n'est moins évident, effectivement. J'ai déjà râlé sur les mises à jour la semaine dernière, on est là pour ça. 1h45 pour installer 500 mégas, j'ai jamais vu ça. Ouais. Enfin, moi, ça a été plus vite, mais je pense que c'est parce que tu l'as téléchargé au pic de connexion de tous les utilisateurs. Non, le téléchargement sur l'iPhone a été super rapide en vrai. Ouais. C'est tout le process après de transfert à la montre, de montre qui redémarre 2 fois, etc. C'est vraiment pas Apple dans son esprit. Moi, il a fallu que après l'installation, que je désinstalle toutes mes applications, que je les réinstalle parce que je n'arrivais plus à les ouvrir. Mais vous voyez, donc c'est vraiment perfectible. Alors concrètement, une des promesses d'Apple, c'est de gagner en autonomie. Est-ce que vous avez trouvé que votre montre dure plus longtemps, Fanny? Et je ne sais pas parce que je l'ai installé aujourd'hui, parce que j'avais pas le temps de le faire. Bon, on va donc poser la question à Monsieur X. Pas encore installé. Je peux répondre du coup. Ouais, j'ai installé la mise à jour dès qu'elle est sortie. Je n'ai noté aucun gain d'autonomie. Voilà. Bien. Dans une utilisation courante et quotidienne. L'autre fonction un petit peu gadget, qui était assez amusante et une belle idée, à savoir la fonction Time Travel alias fil du temps, principal. En clair, vous avancez en tournant la molette et vous avancez dans le temps et vous voyez vos rendez-vous. Est-ce que vous utilisez cette fonction, Monsieur X? Personnellement, non. Oui. Personnellement, c'est la fonction qui m'intéresse le plus dans WatchOS 2 en fait. Parce que non seulement ça te montre tes prochains rendez-vous, mais ça te montre aussi l'endroit où tu seras et le temps qu'il va faire là où tu seras. Enfin voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Time Travel. Et c'est plutôt bien pensé. Ça ne fait finalement que mettre en commun des infos qui étaient déjà dans la montre et dans le téléphone. C'est pas révolutionnaire. Mais c'est pas mal parce que ça te permet de te poser les bonnes questions sur attends, ce matin il fait froid et cet après-midi ce sera comment, comme aujourd'hui par exemple. Ouais. Très franchement, c'est la meilleure fonctionnalité de WatchOS 2 à mon sens et c'est la plus utile. Et d'ailleurs, elle a le mérite de redonner du sens à la Digital Crown qui le reste du temps ne sert pas souvent. Lors de cette mise à jour, Apple a beaucoup insisté sur les complications, la possibilité d'intégrer des petits éléments dans la montre d'application pour suivre l'évolution, par exemple, si votre voiture est en charge ou la température de votre maison, si vous avez un thermostat connecté. Mais on s'attendait, Julien, à avoir la possibilité de presque paramétrer sur mesure ces cadrans. Pourquoi pas installer des cadrans de Breitling, des cadrans de Cartier. La seule chose qu'on ait vue, c'était Hermès, et c'est réservé à la montre d'Hermès, et c'est un peu dommage. Et justement, je me demande si c'est pas là le nouveau business model d'Apple pour essayer de tenter de séduire l'horlogerie suisse, d'aller voir nos amis suisses en leur disant bon, écoutez, on a bien compris qu'on vous embêtait. Qu'est-ce que vous en dites si toi, Omega, je te fais une Apple Watch, tu fais le bracelet, tu fais la watch face et tu la vends. Et je pense que ce qui se dessine avec Hermès, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est vrai que WatchOS 2 est super décevant sur la personnalisation des cadrans. Ça, c'est certain. Le gros problème, c'est qu'évidemment, tu peux être le premier comme Hermès à le faire, et là, ça prend tout son sens, surtout si tu y adjoins ta vraie valeur ajoutée, parce que Hermès comme fabricant de montres, enfin oui, non, ils font des chouettes montres, mais ce qu'ils font de mieux, c'est le cuir. Des carrés, oui, des carrés, voilà, tu peux dire. Des carrés, ouais, cuir, la montre Vuitton, c'est pareil. À l'origine, c'était pas des fabricants de montres, et puis ils sont devenus horlogers, c'est des marques de luxe. Donc, voilà. Mais en même temps, si tu es la 5e marque de montre après Breitling, Tag Heuer, machin, et pourquoi pas Rolex, t'imagines Rolex mettre son nom sur une... Non, mais Rolex le fera jamais. Par contre, un Omega, pourquoi pas? Non, mais on se souvient qu'Apple... C'est un peu une stratégie à la Pierre Cardin, tu vois, je mets ma montre partout, sur des chaussons, des pyjamas. C'est vrai que souviens-toi que l'iPod Nano, qui était sorti il y a quelques années, tu avais la possibilité d'installer plusieurs cadrans qui rappelaient le style de Breitling, le style de Cartier. Il n'y avait pas marqué Cartier, mais ça le rappelait. Et ça ne serait pas de laisser je sais pas moi,
quelques développeurs rendre hommage à des grands Ah non, noms mais bien sûr, de la bien montre. sûr. Voilà. Ça, évidemment qu'on ouvre les watch face aux développeurs, ce serait une chouette idée parce que on voit À ce qui mon se avis, passe c'est sur tout les ce autres qui manque, plateformes. pour On voit vraiment sur, donner oui, un. donc, on voit sur Pebble, il y a énormément de créativité, il y a des Voilà. trucs très mignons et très différents. Maintenant, faire une stratégie commerciale et arriver à coopter les fabricants de montres, je pense pas que ce soit le chemin que prennent ni Apple ni les fabricants de montres. Alors, on va essayer de parler ensemble, si vous êtes d'accord, des usages autour de cette montre. À quoi elle sert, hein? C'est une question qu'on nous pose souvent. Fanny le disait, est-ce que c'est un gadget? Quels sont les usages que vous réservez à ce périphérique de l'iPhone? Parce que ça reste encore un objet très lié au téléphone. Monsieur X, avant tout, et on le disait aussi en préambule, c'est un afficheur de notifications et qui devient assez addictif, hein. Si on l'a plus au poignet, on a le réflexe de regarder ses SMS, on a le réflexe de regarder ses Twitter. Il nous manque quelque chose quand on l'a plus au poignet. Alors, c'est d'abord une très bonne montre. Disons-le tout bêtement, même Oui. si ça fait cher la montre. C'est d'abord une très bonne montre, plutôt jolie, belle, robuste et qui marche bien. Deux, et c'est effectivement un rappel du téléphone. Moi, j'utilise pas Time Travel, mais je ne me suis pas encore vraiment penché. En revanche, j'utilise des notifications précises. Mon calendrier, ça c'est vraiment sympa. Mes SMS, mes MMS. Avec quand même Apple Watch OS 2, on a une vraie compatibilité au niveau des MMS avec les vidéos et les photos, ce qui n'était pas le cas avec la première version de l'OS. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je réponds à mes SMS en vocal. Oui, ça marche très bien. Toute la journée. Ça marche très bien. Et puis, un petit preview des mails. Ça, c'est l'utilisation principale. Ce que je veux rajouter dans l'utilisation principale aussi, et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, on peut le faire qu'avec une montre dite électronique, c'est que j'ai vraiment customisé à ma main, comme je voulais, le cadran de mon Apple Watch. Et c'est un espèce de petit tableau de bord avec les informations qui sont clés pour moi. J'ai un petit rappel du calendrier, un petit rappel de la charge de la batterie, un petit rappel de la météo, mon prochain rendez-vous. Et c'est un peu plus qu'un rappel de mon téléphone, c'est l'univers qui est important pour moi sur un écran de 3 cm sur 3 cm. Cette customisation des écrans, c'est vraiment un plus au quotidien. Il ne faudrait plus juste laisser Apple aller un peu plus loin, enfin qu'Apple laisse les développeurs aller un peu plus loin et laisse installer leur propre cadran. Fanny, une des fonctions, tu me disais en préparant cette émission que tu préfères, des usages, c'est tout simplement la fonction téléphone. On en a beaucoup souri au moment de la présentation et c'est vrai que c'est très pratique au quotidien. Oui, moi la première, je me marrais vraiment bien. Oui, je vais pas les Spock à l'Enterprise, etc. Et en fait, sur des salons ou même des fois en faisant la vaisselle ou le repassage, il s'avère que mon téléphone est souvent au fond de mon sac à main et que quand tu as les mains pleines de mousse ou le fer à repasser dans les mains, c'est un peu galère pour aller le chercher. Et là, tout d'un coup, tu as la montre et tu as juste à faire tuc et hop, tu prends l'appel. Et en plus, même dans des salons, on t'entend mieux que quand tu parles dans le téléphone, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, mais le micro a l'air d'être plutôt excellent, puisqu'en général, les gens m'entendent très bien. Donc du coup, j'ai pris l'habitude de décrocher avec la montre à certains moments. Ça marche bien aussi en voiture quand tu es au volant. Ouais, sauf quand tu passes les vitesses. Si tu n'as pas une boîte auto, ça peut être un peu galère. Ouais, soit tu la mets au poignet gauche. Tu la mets au poignet gauche. Normalement, ça se porte à gauche, pas à droite, Fanny. Hein. Non, alors je suis gauchère, donc la molette est pour me servir de ma main, si tu veux. Ça se porte à droite. Ça se porte à gauche, pas à droite, Fanny. Je suis désolé. Droitière ou gauchère, c'est comme ça que ça se porte. You are using it wrong. Voilà. Apple a essentiellement axé sa communication sur la fonction tracker d'activité, de la fonction sportive. Alors moi, malheureusement, depuis quelques mois, et depuis ma cabriole en vélo, j'ai arrêté le sport, donc je ne peux pas vous dire si c'est un bel objet. Mais Monsieur X, qui court beaucoup, qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est vraiment la fonction première? Vous avez besoin d'une montre pour faire du sport et vous faire plaisir un petit peu aussi. Est-ce que la montre d'Apple est la réponse? Alors, c'est déjà une réponse, on va dire, satisfaisante, mais je pense que ça va devenir un usage absolument phare de cette montre. L'usage tracker pour les sportifs. Alors pourquoi? D'abord, c'est compatible avec les applications les plus populaires du marché. Enfin, avec WatchOS 2, il était temps. Oui, mais déjà, ça marchait. Nike Running, Runtastic, pour ceux qui courent avec ces deux-là. Là, tu couvres déjà 80% des coureurs. Tu peux aussi utiliser l'application native d'Apple qui s'appelle Activité. Bon, moi, je la trouve pas géniale. Avec les cercles. Et c'est très bien. Tu commandes l'application Runtastic et l'application Nike Running depuis la Watch. Alors, qu'est-ce qui est perfectible et où sont les forces d'Apple pour le futur? Alors, ce qui est perfectible, c'est que tu continues à courir avec ton iPhone dans la poche. Faut se le rappeler si tu veux avoir l'intégralité des fonctions de ton appli préférée, Nike ou Runtastic. Ça, c'est un petit peu chiant. Il manque un GPS en fait dans la montre.
Ça va arriver, je pense, dans la V2. Et puis, ce qui manque aussi, mais peut-être que ça a été rendu disponible dans la version 2 de l'OS, c'était pas le cas dans la 1, c'est un accès pour les développeurs tierce party à une fonction très importante pour le sport, qui est la mesure du rythme cardiaque. Alors, c'est déjà compatible avec une appli comme Nike Running. En fait, tu lances la mesure continue du rythme cardiaque depuis ta montre avec l'application Apple Activité. Tu lances depuis ton téléphone l'application Nike Running, par exemple, et les informations de rythme cardiaque remontent dans l'application Nike. Mais tu vois que c'est un petit peu encore avec des coutures. En revanche, imagine que la montre ait un GPS. On l'a dit, tu l'oublies très rapidement, elle est légère. La mesure de rythme cardiaque est réputée, il y a eu des tests pour être une des meilleures, hein, c'est quasiment une mesure professionnelle. Évidemment, tu as ta musique, et si Apple un jour se décide à le coupler avec des informations de manière, on va dire, un petit peu avancée, comme le poids, le pourcentage de masse graisseuse, l'EMC, ils peuvent en faire véritablement un coach. Je me demande même pourquoi, au dernier keynote, Apple n'est pas arrivé avec la version 2 de l'application Activité. Moi, c'est vraiment ce que j'attends de cette montre, mais bon, il faut être sportif, hein, c'est pas forcément tout le monde. Tu parlais de rythme cardiaque. On a vu que lors de la dernière keynote, ils ont beaucoup insisté sur la santé, hein, qui serait certainement un des usages que Apple veut développer. On sait que ça prend du temps, c'est compliqué, hein, Cédric. On a vu, tu étais à San Francisco, la démo d'Airstrip, hein, pour prendre le rythme des cardiaques de patients qui sont équipés de montres, et le praticien reçoit ces éléments sur son iPhone, sur son ordinateur. On sait qu'il y a aussi l'équivalent qui est développé pour les femmes enceintes pour suivre le battement de cœur de leur bébé. Et ça, c'est véritablement la santé connectée. Ce qu'on appelle la silver economy pour les personnes les plus âgées. C'est un secteur auquel Apple lorgne, mais ça va prendre du temps pour évangéliser autour de ces usages-là, hein. Ah oui, c'est vrai que ça peut rendre énormément de services, mais et puis c'est de la surveillance à bas bruit, j'ai envie de dire. C'est pas un truc, ça c'est le contraire de recharger la montre, c'est-à-dire que c'est un truc qui se fait dans le background. Là aussi, par contre, non, en fait, c'est une bêtise que je dis. Il faudra quand même que les gens rechargent leur montre. Mais voilà, ça te contrôle de manière continue, sans t'en parler. Ça permet de voir des variations importantes. C'est pas un électrocardiogramme complet, hein. Mais non, c'est un outil intéressant, surtout quand d'autres capteurs permettront, pourquoi pas, de faire d'autres choses, hein. Toute la bioélectronique est en train d'exploser, quoi. Ouais. L'autre avancée majeure de WatchOS 2, c'était la possibilité donc d'installer des applications. On va essayer ensemble de faire une petite sélection. Lors de sa présentation, il y a 15 jours, Jeff Williams, qui était sur scène, assez étonnant d'ailleurs la présence de Jeff Williams plutôt que du vrai patron de département Watch, mais passons, a annoncé 10 000 applications. Quelles sont vos applications favorites? Est-ce qu'il y a selon vous des app killers, des fonctions qui tuent, qui étaient évidentes sur l'iPhone? Elles sont un petit peu moins évidentes. On va essayer de vous guider ce soir. On va commencer par Monsieur X. Quelles sont vos applications préférées? Et j'insiste, Monsieur X, brièvement. Alors, les voilà, dans l'ordre. D'abord, l'application Air France. C'est une des premières qui a été sortie. Moi, je voyage pas beaucoup, mais quand même un petit peu, très pratique. À l'aéroport, on se bouscule, on veut savoir où en est l'embarquement. Hop, on relève le poignet. On a toutes les informations sur son vol. Ça marche très bien. Et même le personnel d'Air France utilise les informations des fois pour checker l'embarquement. Génial. Nike Running, j'en ai déjà parlé, surtout couplé avec la mesure du battement de cœur que vous déclenchez depuis la montre, que vous renvoyez vers l'application Nike Running. Ça marche, c'est efficace, j'aime beaucoup. Une application quasi domotique maintenant, hein, donc vous le savez, je suis fan, Philips Hue. Là, je commande et je reste le maître des lumières chez moi. Tu es actionnaire, hein, dis-moi, de Philips Hue. Mais tu commandes avec beaucoup de latence. Avec un peu de latence, mais ça, c'est plutôt dû à la connexion Wi-Fi avec le hub Philips. Plutôt qu'à la montre. Si tu veux pas de latence, il faut prendre l'ampoule connectée d'Elgato. AVA, ça marche très bien avec l'Apple Watch aussi. Ou d'autres solutions Elgato, ou peut-être qu'un jour, l'Apple TV intégrera un pont de type pont Philips avec le HomeKit. La quatrième, Uber. Alors moi, je suis pas un gros fan d'Uber, j'ai jamais beaucoup utilisé. Mais alors, il faut dire que l'application Uber sur Apple Watch, c'est le summum, on parlait d'ergonomie, en tous les cas de facilité d'utilisation. C'est aussi facile à utiliser qu'une poignée de porte. C'est vraiment une réussite incroyable. Et puis, une que j'aime aussi beaucoup,
une des premières applications françaises d'opérateurs, la télécommande de votre Livebox si vous êtes chez Orange. Ça marche extrêmement bien. Vous changez les chaînes, vous réglez le volume, plus besoin de télécommande. Voilà mes 5 coups de cœur. La Livebox avec. Prenez exemple sur Monsieur X. Fanny, tes applis préférées. Allez Fanny, tes applis préférées. Et prends exemple sur Monsieur X. Alors bon, Air France, il a dit, donc je vais pas revenir dessus. Moi, il y a eBay, parce que comme je cherche tout le temps des robots de collection, des petits trucs, etc. Et souvent, je ratais des alertes. Et là, la montre, ça me fait un petit tap 5 minutes avant une alerte si quelqu'un fait une surenchère sur une de mes enchères. Et du coup, je ne rate plus une seule enchère et ça me coûte une blinde. Mais au moins, c'est efficace. Shazam, parce que souvent, c'est au supermarché que j'entends des nouveaux morceaux. Ou dans on connaît les goûts musicaux de Fanny. Et voilà, donc pour acheter mes nouveaux morceaux, j'ai besoin de savoir lesquels c'est. Et Shazam, ça marche aussi plutôt pas mal. Et quoi d'autre? Et Fidal aussi, c'est tout ce qui est les cartes de fidélité. Vous savez, on en a moult dans le portefeuille et je les ai jamais, j'ai jamais la bonne. Et grâce à cette appli, j'ai juste à sortir mon code barre. Je passe la montre au scanner de la caissière et elle est ravie. Et moi aussi. Merci Fanny. Julien, de ton côté, le coup de cœur, ton appli coup de cœur que tu utilises le plus souvent. Moi j'en ai une essentiellement, hormis toutes celles qui ont déjà été listées. C'est l'appli de ma banque. Il s'avère que la caisse d'épargne a une appli. Regarde, j'ai ton solde d'ailleurs, regarde mon plateau. Merde. Ah mince. Oui. Il va falloir y aller là, monsieur. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une app Apple Watch, je me suis dit mais jamais j'installerai ça sur la Watch. Et en fait, quand tu attends un virement, quand tu veux savoir où tu en es, c'est plutôt pratique. Tu vois les virements qui vont être positionnés, qui partent, l'argent qui part, qui rentre. C'est plutôt pas mal et utile au quotidien. Cédric, tu as une minute de ton côté, même si tu ne la portes pas, tes applications qui t'ont marqué? Alors, je vais faire rapide parce que nombre de celles qui m'ont marqué ont été déjà citées. C'est vrai que toutes les choses qui ont trait au voyage, c'est en fait ces moments où ton téléphone il est très bien au fond de ta poche ou au fond de ton sac, mais pour autant tu as vraiment besoin de notifications qui sont importantes au moment où tu les reçois. Donc les applis de compagnie aérienne, Air France est pas mal, United est vraiment bien. Enfin, elle était surtout très bien à partir du moment où l'appli s'est mise à démarrer et pas juste à planter à chaque lancement. Et puis Uber, même truc. Voilà, t'es en soirée, t'es bourré, faut rentrer à la maison, tu sais plus où t'as mis ton téléphone. Ça te permet déjà de vérifier que tu as encore un téléphone et puis ça te permet d'appeler Uber. Ça j'en ai déjà parlé, ça marchait tellement bien que j'ai commandé un Uber sans le savoir une fois. Tu rêvais d'un Uber, il est arrivé. Et pourtant j'étais parfaitement, j'avais rien du tout. Et si tu as perdu ton téléphone, comment tu fais? Ah bah là t'es mort, sauf si tu as du Wi-Fi. Alors de mon côté, une fonction, je ne sais pas si c'est une fonction qui tue, mais en tout cas elle est très sympa, ça s'appelle Nearlock. C'était à l'origine une application pour iPhone, c'est maintenant une application pour Apple Watch. Et regardez ce qui se passe, je vais me lever, je vais vous mettre l'écran de mon Mac, vous voyez, il y a le déroulé de l'émission, et je vais m'en aller, et regardez ce qui va se passer. On va montrer là. Et normalement, si je m'éloigne un petit peu, je dis un petit peu, mais ça devrait le faire. Le studio n'est pas assez grand en fait, Olivier. Mais si, ça va le faire, regardez. Allez. Voilà, ça c'est. C'est beau, il a éteint un Mac à distance. Non, en fait, ça le fait automatiquement. Ça détecte automatiquement que tu quittes le studio, que tu quittes la pièce. En fait, c'est assez précis, comme tu peux le voir sur la vidéo. Tu peux régler la distance que tu souhaites avec ta watch. Et tu dis, voilà, dès que je suis à plus d'1 mètre de mon ordinateur, tu le mets automatiquement en veille, il se lock. Et c'est assez génial. Sauf qu'il y a un truc, évidemment, il faut le faire avec l'iPhone avec soi, parce qu'évidemment, l'application n'est pas autonome, mais elle a besoin de l'iPhone pour tourner. Et on attend vivement qu'il y a la version pour le nouveau système pour que ça tourne nativement. Une application, moi, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup à la maison avec mon Apple TV et via l'application également MyCanal, c'est l'application Remote Apple TV. L'un des usages, monsieur X le disait tout à l'heure, après la fonction coach, la fonction téléphone, la fonction notification, la fonction montre, c'est une télécommande universelle remarquable, Apple TV, l'Apple Watch, pour l'Apple TV, pour la Livebox notamment. C'est vraiment épatant. Et pour terminer, une chose que j'aime bien toujours pour rester chez nos amis de chez WeThings, c'est une application qui est liée à une caméra Wi-Fi qui s'appelle la WeThings Home. Ça vous permet tout simplement d'avoir sur votre montre l'ensemble des notifications de ce qui se passe à la maison. Si bébé se réveille, si bébé bouge, vous avez une notification, vous pouvez le regarder et éventuellement l'écouter. Voilà, donc c'est l'avenir et les choses évoluent. On attend véritablement qu'il y ait pas mal d'applications qui arrivent.
et notamment qui tire parti des composants de la montre. C'est là qu'on verra véritablement la différence. On va essayer de se projeter, je vais enlever l'oreillette parce que ça hurle, on va essayer de se projeter sur l'avenir. Comment vous voyez l'évolution de cette montre? Est-ce que vous croyez que dans un avenir proche, Apple va la refondre totalement? On a vu que Apple récemment s'est contenté de renouveler sa collection, un peu comme les collections de printemps, avec de nouvelles couleurs, de nouvelles matières pour les bracelets. Est-ce que vous pensez que c'est cette voie-là que va tenter Apple, c'est-à-dire de ne pas renouveler, de ne pas bouleverser ses utilisateurs, ce qui ne correspond pas vraiment à la culture d'Apple, mais ça correspond à une tradition horlogère, par contre, Rodrigo. Longue question, pardon. Il y a 4 niveaux de réponse. Ah oui, c'est m'inquiète quand il commence comme ça. Donne le dernier. On va se contenter d'un seul niveau, Rodrigo. Merci. Changer les bracelets autant que ça, mais ils pourront changer les assortiments régulièrement, une fois par an, en se disant tiens, je fais des couleurs différentes, je fais des bracelets différents, etc. Donc la réponse est oui. La question, c'est plutôt une gestion de stock. Donc oui, des nouveaux en enlevant les anciens. La deuxième, c'est la mise à jour du boîtier. Je suis convaincu qu'il sera plus fin et il sortira peut-être une fois tous les 2 ans, une fois par an, j'en doute, mais tous les 2 ans. Troisième niveau, oui, l'OS, ils vont continuer à l'améliorer, rajouter des trucs, donc on sera à WatchOS 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça, c'est pas une question. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est comment est-ce qu'ils vont supporter l'écosystème des développeurs, en se disant est-ce qu'on peut apporter ou pas des fonctionnalités qui manquent ou des usages qui se révèlent intéressants avec les nouvelles versions matérielles de ce qu'ils introduisent. Donc il a conclu. Très bien. Merci Rodrigo. Monsieur X, plus que jamais un objet de mode, la montre d'Apple, ou au contraire, dans la tradition d'un fabricant d'ordinateurs et de téléphones, on le met à jour tous les ans? Alors, moi, je pense que des mises à jour, il va y en avoir, oui, et ça va aller à 3 vitesses. Je rejoins Rodrigo. Bon, on connaît Apple, il va y avoir des mises à jour simplement pour renouveler l'intérêt et les achats. On l'a vu avec Hermès, un pas de côté dans la mode. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas le plus important. Après, deuxième vitesse, des mises à jour attendues pour conquérir de nouveaux utilisateurs. Il manque des choses dans cette montre. Le GPS, pour qu'elle soit autonome pour le sport, on l'a dit, une plus grosse batterie. Ça, c'est de l'amélioration, mais il faut qu'Apple soit capable de miniaturiser encore plus. Ils vont aller au rythme auquel les composants vont être disponibles. Et puis moi, la troisième vitesse, ou l'axe principal de développement de cette montre, c'est comme ça que je le vois, et c'est autour du développement des usages, bien sûr, c'est avec Siri. Si on se projette 2, 3, 4, 5 ans en avant, que Siri est absolument parfait, à ce moment-là, l'Apple Watch peut être votre Mac principal, votre interface principale. Le téléphone, il reste dans votre poche. C'est quand vous avez besoin d'un grand écran pour regarder une vidéo ou faire un FaceTime. C'est le moteur, c'est le processeur. C'est là où vous avez votre carte SIM. Vous avez votre carte bancaire intégrée à votre téléphone. Ça vous sert de relais réseau, mais votre interface, ça devient la montre. Et ça, c'est uniquement possible avec un Siri très puissant, c'est-à-dire en fait totalement transparent. Et on fera tout depuis la montre. Hein. Appelle Olivier, dis-moi quel est mon prochain rendez-vous. Tous ces scénarios qu'on a vus dans les vidéos d'Apple et de Google et de Microsoft, mais qui sont encore K1, KA parce que la technologie n'est pas parfaite, on doit pouvoir l'avoir avec Siri. Je l'illustre pour finir. Fanny et moi, en tous les cas moi, mais je crois qu'elle n'en est pas loin aussi, on envoie autant de SMS vocaux depuis notre watch en répondant et en s'enregistrant que de SMS écrits. C'est plus rapide que l'écrit, c'est plus élégant et c'est plus sympa. Donc Siri, c'est ça l'axe de progression, l'axe d'innovation pour moi. Et le danger peut-être même, c'est que la montre puisse cannibaliser l'iPhone qu'on utilise systématiquement. Ça deviendra l'écran principal. Ouais. Réussit. Merci Monsieur X. Donc effectivement, c'est intéressant de voir qu'à terme, la montre pourrait être l'élément qui nécessitera de couper le cordon avec le téléphone pour vraiment se développer. On sait qu'aujourd'hui, on a très peu de chiffres, Cédric, sur les ventes de ces montres. Apple n'a juste communiqué que, je dirais, sur le taux de satisfaction, encore heureux. Les accessoires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un succès mirobolant, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Tout ce que le passé nous a appris sur les modes de communication d'Apple ne peut nous dicter qu'une déduction, c'est que cette montre, pour Apple en tout cas, est un échec. Alors on ne sait pas quelles étaient les attentes exactes d'Apple en termes de vente évidemment, mais
tout ce qu'on sait sur Apple, c'est que quand Apple arrive à remplir ses objectifs en termes de vente, ils te le font savoir. 13 millions d'iPhone. On l'avait avec l'iPhone 6, voilà, 16 cette semaine. Hein. Bon. Ça fait maintenant quoi, 2 keynotes, 3 keynotes, qu'il n'y a pas de State of the Union, qu'il n'y a plus aucune update sur les chiffres, que Tim Cook dit je vais pas vous faire une update ce coup-là. Évidemment, parce que s'il fait une update sur des chiffres et qu'il oublie de parler de l'Apple Watch, on dira ah bah évidemment il y a un problème avec l'Apple Watch. Du coup, il fait plus d'update du tout, ce qui est une nouveauté dans le mode de communication d'Apple. Donc voilà, on a évidemment, tu l'as dit, on n'a pas de chiffres purs et durs, on n'a que des choses totalement empiriques sur les possesseurs de montres. Et là, ça rejoint pas le chiffre d'Apple sur les 97% de satisfaits. 97% de satisfaits, je crois que c'est le chiffre de satisfaction sur l'iPhone. C'est-à-dire le truc le plus réussi, le plus poli, le plus mis à jour, le plus maintenu, avec le support le plus maniaque, etc. C'est impossible statistiquement que le nouveau produit qui sort, dont on n'est pas absolument sûr de savoir ce qu'on va faire avec au moment où on l'achète, puisse avoir les mêmes chiffres de satisfaction. Je pense que ce chiffre-là, il est étude interne autour des 8 mecs ou des 100 mecs qui sont sur le même plateau que Tim Cook, quoi. Ouais. Donc voilà, il faut arriver à crever l'abcès et à dire que on ne sait pas, parce que ça peut être un échec par rapport aux objectifs d'Apple en étant un succès relatif par rapport aux autres mondes du marché. C'est ce que j'allais te dire. Hein. Si tu regardes les chiffres, les quelques chiffres qui circulent, mais ce sont des estimations, donc c'est difficile d'en parler. Apple ne donne pas le ligne comptable des Apple Watch dans ses résultats financiers. On s'aperçoit qu'avant, Apple en vend certainement plus que la concurrence, mais ça ne se vend pas aussi bien qu'un iPhone, que les iPhones. C'est peut-être le modèle de smartwatch le plus vendu, c'est en tout cas tout ce qu'on leur souhaite, mais le fait qu'ils n'en parlent pas veut dire qu'il y a quand même un problème, et puis il y a un problème d'usage, il y a des choses sur l'autonomie, enfin il y a des choses qui sont objectivement décevantes et qui feraient attendre une prochaine version vite, et je pense que c'est ça qu'Apple est en train de préparer, mais voilà, il y a quand même un problème. Moi, j'étais toujours frappé à San Francisco et j'y suis allé 1, 2, 3, 4 fois depuis le mois de mai. Des iPhones, il n'y a que ça. C'est l'équipement standard. Tu vois, c'est comme le pyjama comme autrefois le casque blanc d'iPod voilà, c'est un peu les casques d'iPod il y a un certain temps. Moi, je regardais les poignets des gens, je voyais quelques Apple Watch, mais c'était quelques Apple Watch. Et pourtant, on était à l'épicentre du centre du monde des clients potentiels d'Apple. Les gens qui ne se posent pas de questions et qui achètent parce que ça existe. Et tu vas à Tokyo la semaine prochaine, tu vas en voir partout à tous les poignets. Ah bon ? Bah peut-être, ce sera la blague. On va voir, petit pari. Alors, j'attends de voir, parce que le problème c'est que déjà à Tokyo, ils ont pas l'iPhone n'a pas une part de marché comparable à ce qu'elle a. Il a bien progressé. Non, bien sûr. En tout cas, Cédric a raison. Il y a une vraie interrogation sur les chiffres qu'Apple ne communique pas. Effectivement, le customer satisfaction qui est off the chart d'après Tim Cook, c'est du pipeau marketing qui n'est qu'un écran de fumée pour ne pas parler des vrais chiffres de vente de l'Apple Watch qu'on ne connaît pas. Ouais. Et il me semble que dans les résultats comptables, ils ont dissimulé ça avec les iPods, les iPads. En fait, ils ont fait qu'une seule ligne pour pas qu'on sache les chiffres de vente de l'Apple Watch. Ouais. J'ai cru comprendre que sur le système, enfin le circuit de distribution, ils allaient un petit peu ouvrir et que notamment l'Apple Watch allait être disponible à la Fnac. Ça sera très intéressant d'aller parler avec les gens de la Fnac et du retail et d'être un peu bavard avec eux pour savoir si justement ils en vendent une par heure, une par semaine ou une par mois. Si je peux me permettre, c'est intéressant ce que tu dis là et c'est symptomatique des difficultés qu'a eu Apple les mois derniers. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais un petit peu pour essayer de comprendre. Et je pense que M. X serait un bon relais. Le problème d'Apple durant les mois qui ont suivi, les semaines qui ont suivi l'Apple Watch, c'est qu'elle n'était pas disponible. On ne pouvait pas se la procurer. Il y avait un problème de production majeur. On l'a dit et répété dans cette émission avec le Tactic Engine. Et plus qu'un échec, M. X, c'est certainement un lancement raté parce que le moment où les gens étaient susceptibles de l'acheter, la montre n'était pas en magasin. Elle n'était pas en magasin dans les Apple Stores, ce qui est quand même un paradoxe. Les magasins d'Apple ne vendaient pas en France d'Apple Watch jusque quasiment au milieu de l'été, si ce n'est pas à la fin de l'été. On n'en trouvait pas. Il fallait aller à la Galerie Lafayette ou chez Colette ou sur l'Apple Store en ligne. C'est n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'Apple n'arrivait pas à fournir parce qu'il y a un problème de production. Et donc le lancement a été perturbé, a été lancé pour ça. Et aujourd'hui, on est à une période où c'est passé quasiment 1 an depuis l'introduction Monsieur X, et peut-être que légitimement les gens se disent dans leur tête, ça fait 1 an que le produit a été annoncé, il commence déjà à être un petit peu obsolète, je vais retarder mon achat peut-être à la version de Monsieur X.
Thilo, son micro. Moi, je pense que le débat, qui est un peu plus un débat maintenant que posent Cédric et Julien, on va avoir la vérité. Bientôt, le juge GP, c'est les ventes de Noël. Ouais. Et je pense que ils vont communiquer, si ça rage, ils vont communiquer. Hein. Oui, on aura la vérité en janvier-février. Et oui, ça va être la montre la plus vendue au monde, la montre connectée la plus vendue au monde en 2015, mais un échec pour Apple vis-à-vis des objectifs qui s'étaient fixés. Maintenant, il n'y avait qu'Apple qui croyait que sur sa première génération, vu les fonctionnalités qu'il y a, il pouvait en faire un hit absolu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense aussi qu'Apple, en termes de positionnement marketing, il faut se le rappeler, nous a un peu perdu. En fait, cette montre, elle a un double positionnement en fonction du modèle. Il y a la montre à 349 que j'ai moi, ou celle que vous avez, qui est entre 400 et 1000 euros. 449, c'est déjà... 449, oui, on voit que c'est vous qui l'avez pris. Ou alors, ça y est, on essaye d'épuiser les stocks. 499 même pour le modèle masculin, monsieur X. C'est super cher, mais c'est un produit Apple très bien fini. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est un positionnement qui est cohérent avec cette marque. En revanche, en même temps, Apple s'est inventé pas uniquement un nouveau positionnement de marketing, mais un nouveau positionnement d'entreprise, un nouveau positionnement de marque, sous la houlette sans doute de Jonathan Ive, et puis de la nouvelle patronne du retail qui vient de chez Burberry, qui a un positionnement luxe, avec des modèles à 10 000, 15 000, peut-être 20 000 dollars. Et là, ils nous ont complètement perdus. C'est quoi le message de la Watch ? Ça, c'est un facteur qui facilite pas en fait pour Apple à faire le lancement. Et puis parce qu'ils peuvent rien dire de mal. Quand on vend une montre à 15 000 dollars, on ne peut rien en dire de mal. On ne peut pas dire que c'est un demi-succès ou un demi-échec. On est obligé, quasiment, sans mentir, d'utiliser cette nouvelle langue où on ne parle plus de chiffres chez Apple. Et puis dernière chose, oui, c'est pas le lancement le mieux réussi. Voilà, le lancement, monsieur. Pas de disponibilité. Et puis surtout, la Miss Arendt à la distribution, qui, une fois de plus, nous fait un gloubi-boulga avec le positionnement luxe d'Apple et dit « Vous voulez une watch ? Vous la commandez ou vous la pré-réservez en ligne, mais si vous voulez l'essayer, vous allez dans un Apple Store, l'essayer, il n'y en a pas partout au monde. Vous prenez quasiment rendez-vous, au départ on nous disait ça. Non mais il fallait prendre rendez-vous au départ. Vous pourrez l'essayer, vous prenez rendez-vous et vous pourrez l'essayer. Mais je suis désolé, 99% des Apple Watch vendus, c'est pas le modèle à 15 000 $, c'est pas un produit de luxe. Moi, une montre même à 349 €, pardon, je veux pouvoir l'essayer, la triturer. J'ai pas envie qu'un Genius me lave le bras avec une crème hydratante. Ça y est, on a lâché les cheveux. Utiliser la montre. Donc, un produit qui est pas complètement bien, on le savait. Un positionnement qui nous perd dans le luxe, et Apple est schizophrène, et puis une stratégie de distribution, ils essayent d'en faire un produit ultra rare. Moi je dis qu'ils ont été ultra ambitieux, et je pense que ça va être peut-être pas un ultra échec, mais un demi, et je le regrette, parce que le produit a du potentiel, c'est bien ça le pire. Ouais, peut-être l'avis de Rodrigo, qui a peut-être plus spectateur, puisqu'il a eu la montre plus tardivement, et peut-être aussi plus attentif de ce que font d'habitude les horlogers sur le marché. On va le laisser se chauffer. Pour compléter ce que dit Monsieur X, il y a une confusion sur l'offre. Il y a une offre en 2 tailles sur les boîtiers, en 3 finitions, lesquelles eux-mêmes sont finies en différents bracelets. Et quand on regarde les prix, les combinaisons, chacune quasiment, ont des prix différents. Donc c'est extrêmement compliqué de faire un choix en se disant je veux plutôt l'alu, plutôt l'inox, plutôt une édition de gamme, et après je veux tel bracelet, tel bracelet, tel bracelet. Donc c'est pas du tout dans la philosophie d'Apple aujourd'hui. Entre temps et temps, suivant toutes les options. C'est pas la philosophie d'Apple, ça en plus, Rodrigo. C'est c'est ce que je dis, donc c'est pas la philosophie d'Apple où on avait l'habitude de couleurs d'iPhone, basta. 3-4 produits maximum et d'être très clair en lecture. Mais entièrement d'accord avec tout ça. Le positionnement élitiste qu'a cherché à imposer Apple dès le début nous a perdu une partie des utilisateurs. J'ai l'impression qu'il y a un backpedaling, c'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de dire c'est peut-être moins élitiste que ça, vous avez plus besoin de prendre rendez-vous, venez l'essayer en Apple Store, vous pouvez maintenant, etc. Et du coup, effectivement, ça a peut-être perdu une partie de la clientèle. Ouais, là, on va vraiment savoir, et monsieur, je le disais à l'instant... Le vrai problème, c'est pas ça, c'est que l'Apple Watch n'est pas une watch. Une watch, c'est ça. Ça, c'est une watch chère de luxe. Ça, c'est une watch qui donne l'heure.
Ça, c'est un petit accessoire d'iPhone, c'est un ordinateur déporté qui fait plein d'autres choses et l'heure dessus n'est qu'un tout petit truc. C'est un capteur, c'est une extension. Et on est aussi c'est ce positionnement-là, c'est cette schizophrénie-là, à mon avis, qui est importante. Ouais, et encore une fois, étant donné que maintenant la montre est disponible et qu'il est donc possible de l'acheter facilement sans faire une longue file d'attente inutile comme dans le passé, on va savoir véritablement s'il y a un marché et si, oui ou non, d'ici la fin de l'année, le lancement ou pas de cette montre est une réussite ou un échec, pour paraphraser Cédric. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. On n'aura pas le temps de faire les coups de cœur parce qu'on est très en retard ce soir. Brièvement, juste des petits accessoires pour votre montre, parce que je l'ai promis. L'iRise de 12 Source, c'est un petit dock pour votre montre et vous branchez le chargeur. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça vaut une 50aine d'euros quand même. L'équivalent chez Griffin, le Watch Stand, qui lui coûte beaucoup moins cher, autour des 30 euros. Et puis mon chouchou, c'est le modèle de Native Union, mais il n'est pas encore arrivé à la rédaction, donc je ne peux pas vous le présenter, on l'a qu'en image. Également pour le poser sur la table de nuit et qu'il se recharge tout seul tous les soirs, car c'est encore un passage obligé. Voilà, merci d'avoir participé au 103e déjà numéro d'On refait le Mac. Vous retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac, puisqu'elle est à l'écran, Fanny, et très prochainement dans une Fanny's Party, Fanny. Écoute, non, parce qu'en fait, elle avait lieu hier, donc maintenant, il faut attendre le 22 octobre à Bordeaux et le 24 novembre à Paris. Et Cédric, vous le retrouvez également chaque semaine dans On refait le Mac et tous les samedis après-midi sur LCI pour plein écran. Cédric, quel est donc le menu de ce prochain épisode ? Il y a plusieurs choses. On est allé faire coup sur coup 3 accélérateurs de start-up, celui de Polytechnique, de Family et puis Numa, enfin la tournée des Grands-Ducs habituelle. Et tout ça en attendant de partir ce week-end au Japon avec Fanny, et pour la surveiller. Oui, vous partez au Japon pour des bonnes raisons, hein. Vous y allez pour le tu ne peux avoir que d'excellentes raisons de partir au Japon, quelles qu'elles soient. Voilà, manger, voir des robots, tout va bien. Le Seatech, qui est le grand salon japonais de tout ce qui est robots électroniques, high-tech, quoi, en gros. Absolument. Julien, vous le retrouvez également chaque semaine dans On refait le Mac et tous les jours sur Clubi. Quel est un petit peu le papier, le dossier star de la semaine qui vient ? Écoute, mais il y a toujours tous les jours des dossiers stars sur Clubic. Là, ce qu'on attend beaucoup, c'est l'arrivée de quelque chose d'un petit peu obscur pour les adorateurs du Mac, la Shield Android TV de Nvidia, un boîtier Android Télé que tu branches à ton téléviseur et qui va donc concourir contre l'Apple TV et qui est 4K, lui, contrairement à l'Apple TV de nouvelle génération. Tout est dit, mais on aura l'occasion d'y revenir puisqu'on fera une émission dédiée à l'Apple TV. On parlera des concurrents. Merci. Avec plaisir. Julien Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac et également sur son propre podcast, l'Emery Rodrigo Show. C'est bien ça, Rodrigo ? C'est bien ça, Olivier. Et le meilleur pour la fin, Monsieur X, alias True Mr X sur Twitter, chaque semaine est fidèle à On refait le Mac, qui est toujours crypté, Monsieur X. Oui, sur Twitter donc, et puis en ce moment beaucoup sur un service d'enseignement à distance américain, mais traduit en français, qui s'appelle Khan Academy, qui a été fondé par un gars qui s'appelle Sal Khan en Californie, avec de l'argent de Bill Gates, hein, c'est une ONG. Que vos enfants aient des difficultés en maths ou pas, peu importe, allez utiliser ce nouveau système massif d'enseignement à distance. Moi, j'ai vu Sal Khan, le patron qui a fondé ça, parler en vrai début juin à San Francisco. La révolution numérique, elle va se passer aussi là énormément dans la démocratisation des usages. Donc, allez y faire un tour. Moi, j'y passe pas mal de temps et en plus, c'est fun. Merci, Monsieur X. Et je crois que vous aviez également un petit message à passer pour tester des iPhones. Alors oui, moi, une petite astuce, si vous voulez vous faire un avis par vous-même si l'iPhone 6 est fait pour vous, il y a un truc qu'on a repéré évidemment, hein, qui est ce qu'a organisé un opérateur qu'on connaît bien et qu'on aime bien, qui est Soch. Ils organisent, vous allez sur leur site, dans leur section communauté, un test gratuit auprès de certains de leurs utilisateurs qui vont tester une fonction qui est vachement importante, qui est cette fameuse application d'Apple qui s'appelle Migrer depuis Android. Donc on va avoir, vous allez avoir du feedback en live si migrer avec cette appli automatique d'Apple, c'est possible, ça marche, si c'est satisfaisant, et puis en plus si l'iPhone 6 est votre prochain portable. Donc soch.fr communauté, assez intéressant à suivre. Merci Monsieur X, merci Rodrigo, merci Fanny, merci Cédric, merci Julien. Quant à nous, on se retrouve, si vous êtes d'accord, dès la semaine prochaine. Au revoir.